Merci beaucoup. À ce stade-ci, maintenant, nous avons la possibilité d'entrer en interaction avec la salle. Et donc, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des interpellations, je vous en prie, laissez-vous aller. Ah oui, avant de prendre la parole, je vous demandais tout simplement de décliner votre identité. Je ne demande pas de papier, de qui vous êtes, en particulier, pour qu'on puisse savoir d'où vous parlez. Marie Wally, Université libre de Bruxelles. C'est une question pour Ipsos. Je voulais savoir pourquoi dans les groupes ethniques vous n'avez pas pris en considération les flamands et les wallons comme les groupes ethniques. Je pense que c'est une bonne question. Le questionnaire a été développé en collaboration avec le centre, et le centre est vraiment focalisé sur les groupes minoritaires. Donc on a vu une question, en fait, où on a pu comparer les groupes minoritaires par rapport aux Belges néerlandophones et aux Belges francophones. Mais dans les autres questions, on n'a pas pris ces groupes-là comme référence. La question n'est pas anodine, c'est que, en fait, ça reprend une question que j'ai évoquée ce matin sur les catégories et les groupes, comment on les définit. Il y a toujours une partie du groupe majoritaire qui est toujours aveugle, en fait, à la société. Or, si on ethnicise les groupes de la population, il y a toujours une partie des groupes ethniques qui sont présents dans la société qu'on ignore et on ne perçoit pas les choses et les rapports sociaux à travers justement tous ces différents groupes ethniques. Donc il me semble que, je crois que vous pourriez poser les mêmes questions. Ce serait intéressant de voir. Je suis sûr qu'il y a des différences entre la vision des flamands sur les ballons, par exemple, la vision des ballons sur les flamands. Il y a des stéréotypes aussi. On a fait un sondage pour suivre. Il y avait une personne qui mesurait ça, qui demandait aux ballons finalement ce qu'ils pensaient des flamands et comment eux se projetaient sur les différentes personnes. Je ne les connais plus par cœur, mais il y avait... Oui, c'était les préjugés habituels sur les ballons qui sont voilà. Mais par contre, qui sont des bons vivants, qui sont sympathiques, alors que le flamand est peut-être un peu plus austère. Voilà. Et ça, c'est des choses qui ressortent dans l'enquête. Et oui, c'est des préjugés aussi qu'on a vécu dans deux grands groupes au sein du même pays. Et c'est vrai que Jean-Michel nous disait tout à l'heure, quand on fait des enquêtes, parfois on leur demande leur identité, est-ce qu'ils se sentent belges, est-ce qu'ils se sentent wallons, est-ce qu'ils se sentent flamands, européens, et on voit entre le nord et le sud une différence. Et tu me disais, le flamand se sent flamand, le wallon se sent belge. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort depuis quelques années déjà, parce que c'est une question qu'on va remettre dans l'Union européenne mesure aussi. Et je dirais au niveau de la conscientisation de l'identité flamande, ça se renforce. Et par contre, les Wallons restent d'abord belges, mais en même temps, ils peuvent aussi être attachés à des choses. Ils sont belges, mais ils sont attachés à leur folklore local. Donc je suis belge, mais par exemple, je suis de Mons. Donc j'ai les fêtes culturelles à Mons, Toulouse. Et je suis attachée à tout ça. Je suis belge, mais si je suis de Liège, alors je vais être attachée plus à tout le folklore liégeois. Donc, ça c'est la Wallonie, et le flamand est plus flamand. Il y a une différence, c'est vrai qu'il n'est pas souvent mesuré dans les sondages et qui serait intéressant. Merci. D'autres questions, remarques? Madame, j'ai vu un autre dossier de parler, un doigt intempestif. Ensuite, oui, je pense que j'ai écouté cet après-midi, c'est encore intéressant par rapport à ce qu'on a écouté le matin. Je trouve que c'est toujours pertinent. Mais le problème, revient toujours vraiment. C'est cette menace-là que toutes les enquêtes mettent sur place. On voit vraiment que bon, on essaie de trouver le positif. Non,
les Belges, simplement, on pense que les migrants, est-ce que les questions sont fermées pour moi, je trouve. Quand on pose des questions, est-ce que les Belges pensent que les migrants sont une menace pour normalement, ils vont dire oui. Parce que je trouve que la question pourrait être autrement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je trouve que c'est vraiment fermer les gens dans des questions d'enquête, dans des questions affirmatives. Voilà. Donc, est-ce que les enquêtes ne pourraient pas s'ouvrir plutôt sur des recherches-actions, dire ben, finalement on est ensemble, on est là, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre mieux ensemble? Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait alors trouver des réponses plus enrichissantes qui pourraient convenir tant aux autochtones qu'aux migrants. Je ne sais pas si je peux comprendre. Oui, on a bien compris, oui, tout à fait. On pourrait très bien, dans une enquête, intégrer des questions où on demanderait aux Belges ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire pour mieux intégrer ou intégrer tout court les minorités ethniques et demander aux minorités ethniques sur quoi ils voudraient que le politique agisse pour qu'ils se sentent plus intégrés. Évidemment, je pense qu'il y a des sujets qui sont traités dans ce sens-là. Ici, il faut toujours néanmoins partir d'un constat. On peut demander aux gens d'agir plus dans une interaction, de proposer des choses positives pour travailler ensemble, mais il faut néanmoins partir d'un constat qui est comment est-ce que l'un et l'autre se voient. Et à partir de là, on peut décider d'action. Et alors, une dernière question pour M. Rachid, parce que comme votre discours a été plus sur la provoque, ben, je trouve qu'effectivement, oui, le constat est que si vous n'êtes pas bien ici, si vous ne faites pas comme nous, ben, prenez vos valises et rentrez chez vous. Oui? Mais alors, avec ce constat-là, et c'est vrai que c'est un ressenti aussi du côté des migrants et des autochtones. On ne peut pas nier ce ressenti-là, même si c'est peut-être pas vérifié, mais c'est un ressenti qui est réel. On fait quoi avec ça, concrètement? Parce que c'est bien de rester dans la théorie, dans les discours, mais pratiquement, on fait quoi avec? Quand vous avez vraiment le pays d'accueil qui vous accueille vraiment superficiellement, officiellement, oui, on est dans l'égalité, justice, tout ce qu'on veut, mais concrètement, c'est vraiment pas le cas. Alors, on fait quoi? On se sent un peu piégé dans le système. Parce que oui, on va dire que ben, si vous n'êtes pas content de rentrer chez vous, ok, les gens sont là pour diverses raisons. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas faire avec cette population migrante qui est quand même sur le territoire belge et qui se côtoie vraiment avec les autochtones de manière superficielle. On fait quoi? Alors, quand je fais de la provoque, pour justement, je le fais dans le sens, je fais de la provoque dans le sens, je pose la question aussi sur on fait quoi. Une provocation dans cette salle ici, c'est aussi une interrogation sur comment faire pour arriver à ce que ce type de provocation n'arrive pas. Donc, il faut se poser la question. Et ces questions-là qu'on se pose, si on ne se les pose pas, nous maintenant, d'autres vont se les poser à notre place. Comme c'est arrivé en France, comme c'est arrivé dans d'autres pays, et comme ça arrive encore. Donc, on fait quoi? Ça veut dire réfléchir aux questions. Alors, les questions, évidemment, chacun de nous a sa zone d'influence. Chacun de nous peut agir, évidemment. Mais l'action individuelle, ce n'est pas l'action collective. Une action individuelle implique aussi le travail sur les règles, le travail sur les valeurs institutionnelles, le travail sur les choix politiques qu'on pose et qu'on posera demain. Donc on fait quoi? On voit à toutes les bulles, à tous les niveaux. Ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Et le collectif implique l'État, implique la mise en place des lois, implique la mise en place des lois qui peuvent, dans lesquelles le citoyen qui est discriminé, parce qu'on parle de discrimination comme si ces gens-là ne sont pas citoyens. Il y a des Belges discriminés, mais ils sont juste étrangers. Ils viennent de quelque part. Donc, il faut arriver à se poser ces questions et à s'atteler à mettre en avant des réponses. Alors, je dis ça aussi en provoque, parce que le chiffre, pour moi, ce n'est qu'un chiffre, évidemment. Moi, je
j'ai une dimension socio-économique, donc je travaille avec le social, le système capital social, je travaille sur les parcours des gens. L'histoire de mon père, il n'est pas là-dedans. L'histoire des gens qui sont morts à Jean-Clou, les Maliens qui sont morts en France, et il n'est pas là-dedans. Et moi, je ramène les histoires. Le chiffre n'est qu'un chiffre. Et donc, il faut lier ça aussi. Le parcours, il y a toute l'histoire de la Belgique et de l'Europe. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de fermé. Moi, quand on interroge le chiffre, je m'interroge par rapport à tous ces gens qui sont morts pour ces pays aussi, inclus mon père. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vide de sens. C'est pour cela qu'on est scotché. Je ne peux pas ne pas être scotché. Parce que je lis ça plein de choses. Du parcours des jeunes, maintenant qu'ils disent dans les quartiers, parce qu'on est toujours là, on travaille dans les quartiers, des développements, comme vous tous, qu'ils disent on dit la même chose, pire encore que les parents. Dans le XXIe siècle, quand un président dit la racaille aux gens, ils sont là. C'est quoi le rôle de l'État? Et c'est ça qu'il faut interroger. Vous voyez la provoque dans le sens d'interroger le système dans sa globalité, de manière structurelle. On ne peut plus ne plus interroger, se poser des questions, rester concentré et dire oui, on va laisser passer. C'est pour cela que je dis, c'est une menace pas seulement pour les Belges qui sont menacés, mais c'est une menace pour la démocratie. De ne pas se poser des questions et agir dessus. Parce qu'il y aura ces moments, quand on fait le travail qui a été fait ce matin avec les différents intervenants, en raisonnant très fréquemment, il y a une zone où il peut y avoir une offre qui va être là à un certain moment, inclus les intégristes. Alors on parle de radicalisation, des choses comme ça, inclus ça, qu'il soit de X ou de Y. Je voudrais surenchérir, se poser des questions et se poser les bonnes questions. Jawida a souligné l'importance, et on l'a montré à travers les chiffres, ça passe par l'enseignement, ça passe par l'éducation, ça passe par la connaissance. Alors c'est vrai que les études ne suffisent pas à tout expliquer, et fort heureusement. Mais les études, elles permettent de pointer et justement de mettre un signal d'alarme, de dire ici, il se passe quelque chose qui doit être expliqué, il faut aller voir sur le terrain, il faut faire effectivement de la recherche-action, mais il y a un indicateur là qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, et Abdeslam pourrait le dire, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de statistiques qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux percevoir la réalité des personnes immigrées, des personnes étrangères, d'origine étrangère. Et ça peut être aussi un choix, une volonté, une absence de volonté politique de mettre en lumière les réalités qui sont les vôtres et les nôtres. Merci. Alors j'ai encore plusieurs mains qui se sont levées. Alors, madame. Ah, monsieur. Un peu de discrimination. Merci. Je vous demande le plus succinct possible. Merci. En fait, les sujets ont été abordés tout à l'heure. Je voulais parler du système. On a fait un genre tour de table qui veut dire on a constaté, on est les immigrés, les autochtones, on se regarde, on s'apprécie, on ne s'apprécie pas. Les constats, quand nous sommes sur terrain, pour quoi que ce soit, on constate qu'il y a quelque part quelque chose qu'on ne dévoile pas. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, on se pose des questions, on fait des constats, on vient de donner des indicateurs très très intéressants, mais qui doit décider pour qu'on avance? Qui fait quoi? Et je crois que c'est les matins où j'ai entendu parmi les intervenants quelqu'un qui parlait du système qui n'a pas beaucoup insisté dessus. Qui met en place ce système-là? C'est des questions qu'on doit se poser là, parce que les constats, ça fait plus de 10 ans qu'on est là, on a parlé des enfants de première, deuxième, de la quatrième génération qui se considèrent encore comme des immigrés aujourd'hui, ayant carrément reçu seulement la Belgique comme pays. Nous avons un système, nous avons des indicateurs aujourd'hui qui montrent qu'on doit faire quelque chose. Mais qui doit faire quoi? Je propose à mon groupe de panélistes de garder les questions en tête. On va faire la suite de l'ensemble et ensuite faire une réponse. Merci. Donc, la question du système, de la prise de décision, de la responsabilité par rapport à ça. Madame Téchou. Voilà, peut-être dans la continuité de système, je pense que en étant sur le terrain en tant qu'association, je remarque qu'il y a pas mal d'associations de migrants.
voilà, on est issu parfois de ces réalités-là dans notre quotidien, que ce soit dans le cadre de notre travail ou des rencontres au niveau des familles. Moi, je me disais, on devait mener les mêmes enquêtes, comme l'a dit M. Rachid. Il y a des peurs aussi de l'autre côté, c'est-à-dire de la part des migrants. Il y a la peur de l'assimilation, parce que souvent, l'intégration est vue comme de l'assimilation. On est à la 4e génération, donc on ne parle pas des immigrés, on parle d'enfants, d'immigrés. Donc il y a un problème d'identité. Pour moi, par rapport à mon travail, en tout cas, je ne mène pas des recherches-actions, mais je parle de vécu de nos différents publics, et je pense qu'il y a un véritable problème au niveau de l'identité, de l'appartenance. Et ça, on le remarque pas plus tard qu'il y a 2 jours, en interrogeant une petite fille, parce qu'elle parlait de ma collègue, on disait, oh, mais c'est la Belge. Et je dis, mais toi, tu es qui? Je suis marocaine. Et c'est la 4e génération. J'essayais un peu d'aller plus loin dans la discussion, mais il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Je pense que de la part des études qui ont été démontrées ici, moi je me dis au niveau de là où je vis, moi, dans mon quartier, non, au niveau de ma commune, mais je pense que puisque les villes ou les communes doivent vraiment mettre des lieux de rencontre. Les lieux de rencontre, c'est pas des groupes juste en boîte tété et couscous, c'est vraiment de discuter des problématiques que nous rencontrons au quotidien. Et voilà, donc c'est vraiment une expérience qu'on a menée au sein de Génération Espoir à Otigny, avec un groupe de personnes, de femmes, d'origines diverses, soit des personnes qu'on appelle belges, mais découvrir que moi, à partir de mon expérience, découvrir que quand je dis le belge, que dans les Belges, il y a différents aspects, que ce soit au niveau philosophique, que ce soit au niveau culturel. Quelqu'un d'Otigny, c'est pas comme quelqu'un de Namur ou de Bruxelles. Vraiment mener des projets de réflexion sur le vivre ensemble. Et même toucher à des éléments qui apparaissent là comme peur, notamment par rapport à la religion. Et tant qu'on n'en parle pas autour du pot, je pense qu'on n'arrivera pas à des solutions. Moi, quand on me demande si je me sens belge ou musulmane, c'est 2 choses différentes. Je me sens vraiment belge par rapport à mon action dans ma citoyenneté, mon combat au niveau quotidien, et dans ma foi, je me sens musulmane et je ne vois pas, il n'y a pas une contradiction entre les deux. Et le fait de reconnaître ça chez les autres personnes, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait valoriser aussi chez ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand on leur dit oui, mais je pense que l'islam aujourd'hui, comment il est médiatisé, c'est pas très positif, mais ces gens-là ont peur aussi de dire oui, mais comment on les voit. Donc il y a un manque aussi de reconnaissance vis-à-vis de certaines populations. Et je me dis le jour où on touche à la reconnaissance et mettre des lieux pour discuter, que celui que j'ai en face qui a peur de moi aller loin dans la discussion, je pense qu'on arriverait à moins de discrimination au niveau de l'emploi et la crainte par rapport à la population qui ressent que ces gens-là viennent les menacer dans leurs valeurs. Moi, mes valeurs, ce sont des valeurs aussi occidentales. On a des valeurs, je pense, communes, énormément de valeurs communes. Et là, on n'est pas d'accord. Merci. Donc ici, on a vraiment la question que vous adressez de l'identité multiple et voilà. On va voir des propositions. Et le rôle des communes qui ont... Je propose de laisser la parole pour que tout le monde, les personnes qui sont manifestées puissent le faire. Madame, ensuite j'ai monsieur et... Merci, je voulais d'abord vous remercier pour cette présente présentation. Par rapport à la remarque que Madame disait par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire après concrètement, la première présentation que vous avez donnée m'a suscité chez moi une réflexion, c'est qu'un prédicteur relativement puissant de la perception de menace, c'est la quantité et la qualité du contact qu'on peut avoir avec les personnes d'origine étrangère au sein de la société, qui à son tour est un assez bon prédicteur de la qualité des relations, ainsi que de la tolérance à l'égard des personnes d'origine étrangère. Et donc, par rapport à ça, j'aurais voulu vous demander si vous aviez des données là-dessus dans votre base de données qui concernent soit la qualité du contact ou la quantité du contact, et qui iraient au-delà.
il y a des faits, en tout cas, qu'on n'évoque jamais. Par rapport au ressenti de la population, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, c'est vrai que les chiffres sont très interpellants, mais il ne faut quand même jamais oublier que la Belgique, comme d'autres pays, est ce qu'on a appelé à l'époque une ancienne puissance coloniale. Alors il est clair que ça a généré un certain nombre de sentiments, de supériorité très certainement, et des visions d'infériorité. Par ailleurs, quand on évoque les différentes vagues d'immigration, bon, elles ont été liées essentiellement à l'apport de main-d'œuvre. Ce qui importait, c'était de faire venir des bêtes de somme, excusez-moi l'expression, pour pouvoir fournir un maximum de main-d'œuvre qui coûte un minimum, et on ne faisait pas dans la dentelle. Donc là aussi, je crois que ça a généré un certain nombre de sentiments qui, quoi qu'on en dise, et avec le temps qui passe, ont laissé encore un certain nombre de scories chez les gens, et en particulier peut-être chez des populations un peu plus âgées. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, je crois que ces différents sentiments vont s'effilocher, d'autant qu'on se trouve dans une situation tout à fait différente actuellement, mais je crois qu'il faut tenir compte effectivement de ce passé, on ne peut pas le gommer, ni l'oublier, il a existé, et un certain nombre de sentiments liés à ce passé sont toujours bien présents. Par ailleurs, et ça c'est peut-être une question, l'ensemble des intervenants et des chercheurs ont toujours fait allusion à la sécurité sociale. Alors, est-ce que les gens que vous avez interrogés, est-ce que vous avez défini, qu'est-ce que vous entendez par sécurité sociale d'une part, et est-ce que les gens que vous avez interrogés étaient bien conscients que dans la sécurité sociale, en tout cas la nôtre telle qu'elle est organisée, il y a différentes branches, ça ne se limite pas au chômage, ça ne se limite pas aux soins de santé, mais voilà, ça c'est un peu un éclaircissement que je pourrais souhaiter. Merci. Dernière intervention. Voilà, merci, je vais intervenir pour la deuxième fois cet après-midi. C'est juste aussi pour faire un constat que ça fait bientôt 120 ans que moi je suis congolais d'origine et que la Belgique est restée dans mon pays 80 ans. Et quand je totalise plus de 50 ans de dépendance, mais je constate quand même avec beaucoup de regrets que ces combats d'égalité est en train toujours d'être discuté jusqu'à présent. Pour un grand pays comme la Belgique, qui a quand même su coloniser 3 pays, qui a cohabité avec les étrangers, avec les Noirs, mais jusqu'à présent, ça fait débat, 120 ans après, on ne parvient pas toujours à savoir si on doit les assimiler ou si on doit les intégrer. Mais pour d'autres pays, je ne vais pas encore comprendre, mais pour la Belgique, ça m'étonne encore que ce débat continue d'avoir lieu jusqu'à présent. Donc, moi, dans mon pays, en première secondaire, je connaissais la situation de la Belgique avant même de m'éduquer. En première secondaire, dans les années 80, je connaissais l'URSS, je connaissais sa géographie, mais mon fils, qui vient de m'envoyer un texto maintenant, qu'il passe en 6e secondaire, ne connaît même pas l'Afrique. Ne connaît même pas l'Afrique. C'est-à-dire que les réseaux d'enseignement en Belgique n'intègrent pas le système, n'intègrent pas la géographie africaine dans son cursus. C'est laisser, ils laissent les enfants eux-mêmes aller vous débrouiller. Ce qui fait que ce matin, je vis dans les statistiques, dans les tendances, on a écrit autre Afrique. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne. C'est tout simplement ça. Mais voilà, donc c'est pour dire qu'il faut que les politiques, il faut que les réseaux d'enseignement puissent s'intégrer des tout, puisque aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, on parle de l'Afrique faible, dictatoriale, guerre, mais quand on parle de la petite Afrique, qui est sur les branches de l'Afrique du Sud, en ça, tout le monde a dit oui, l'Afrique du Sud. Mais le reste, c'est l'autre Afrique. Mais il y a des bons côtés qu'il faut voir.
Et la deuxième, le dernier point que je voulais souligner, c'est les médias. Eh bien, c'est que tu fuses le média, on y croit vite. Et dans mon pays, il y a des coins où il y a des villas, mais on ne les montre jamais. Mais c'est là qu'il y a vos ambassades, c'est là qu'il y a vos ambassadeurs, vos expatriés. Ils vivent là-bas. Et pourquoi ils ne viennent pas ici? C'est plus qu'ils sont bien là-bas. Mais quand les médias vont là-bas, ils vont monter juste des bidonvilles du Congo. C'est ce que le peuple retient. Ah oui, mais là c'est la famille, là oui, mais là c'est la catastrophe. Oui, c'est pas possible. Mais moi j'aimerais qu'on puisse quand même, que les réseaux d'enseignement puissent quand même commencer un peu, encore plus que 30 minutes, pour parler un peu de notre continent qui semble être oublié. Merci. Donc on a asymétrie, connaissance, éducation, médias par rapport à la connaissance du continent. Voilà, je vous renvoie maintenant, la tâche est facile, le soin de répondre de manière désorganisée, chaotique si vous voulez, provocatrice pour certains sans doute, aux différentes interpellations. Et de toute façon, nous aurons, et ça sera encore la dernière cartouche, la pause, pour éventuellement aller plus loin dans la réflexion. Voilà. Pour celui ou celle qui veut se lancer, pour une question. Donc, une question, voilà. Qui doit décider, qui fait quoi? On a parlé beaucoup de la place des politiques aussi, l'importance du politique, tout au début. Et finalement, du rôle des institutions publiques, et la question qui reste est finalement, comment fait-on pour avancer? Je crois que je trouve que l'exemple à Liège est bon. Et que, effectivement, quand on a des politiques qui annoncent les choses autrement que comme des slogans opacifiants, et que l'on met en pratique des lieux où l'on peut échanger, que l'on donne l'occasion aux CRI d'organiser cette synergie avec l'associatif, que l'on peut forcer, quelque part, si nécessaire, forcer, je crois que ça devrait être spontané, la rencontre entre les administrations publiques et l'associatif sur des problèmes aussi fondamentaux que ceux-là, eh bien, on a commencé à réfléchir peut-être à autre chose que qu'est-ce que c'est qu'un Belge, qu'est-ce que c'est qu'un étranger, et peut-être à la question, mais qu'est-ce que c'est que être citoyen du monde? Finalement, y aurait-il trop d'étrangers dans le monde? Merci. Juste une réflexion, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On fait de la provoque, mais il y a quand même beaucoup de la main gauche de l'État, disons des choses comme ça qui interviennent dans les quartiers, dans les pactes territoriales, et d'autres qui font des politiques au niveau institutionnel. Il y a des choses qui bougent. Mais c'est vrai que ça doit bouger encore plus. C'est vrai aussi qu'on doit donner les moyens à toutes ces petites structures qui font un travail formidable. Et donc, Bourdieu et d'autres ont déjà attiré l'attention sur le rôle de toutes ces petites mains qui font des grandes mains, mais il faut que les élus les écoutent, il faut que les élus participent à cette dynamique. Il ne faut pas attendre que les gens s'essoufflent pour essayer de leur donner des miettes. Il ne faut pas aussi attendre qu'il y ait des événements qui sont dramatiques, comme ce qui s'est passé à Liège, ce qui se passe dans d'autres communes, pour essayer de d'un peu leur donner des petits sous pour qu'ils puissent agir. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là que je dis que c'est une responsabilité politique. Encore ajouter, peut-être si je peux, un mot. C'est qu'effectivement, nous avons, nous, agents publics du terrain, parfois dans des services spécialisés, un rôle primordial à ce niveau-là. Si l'on ne fait pas le nécessaire, si l'on n'a pas cette conscience professionnelle, cet engagement civique qui doit être celui des institutions publiques, on risque de laisser effectivement glisser cette problématique vers un problème sécuritaire. Et c'est notre rôle de l'éviter. Et avec toute mon équipe, je m'y engage.
Bien, je vais peut-être faire un raccourci en essayant d'aborder la question d'identité multiple, s'il y a des éléments qui rejoignent cela ou pas. Identité multiple et les lieux de rencontre. Vous avez parlé des lieux de rencontre entre les pouvoirs publics et le monde associatif, un peu de la même manière, et ces lieux de rencontre sur le terrain, avec les citoyens entre eux, qui ont des identités multiples. Et donc, je pense que la citoyenneté du monde rejoint cette considération-là. C'est pour dire de couper, mais on faisait la réflexion avec Rachid, cette notion d'identité multiple, je veux dire, on a parfois l'impression, quand on entend les personnes, qu'elles doivent nécessairement être quelque chose et pas... Je veux dire, Amin Malouf l'a bien montré, je veux dire, on est fait d'appartenances multiples et on se définit toujours aussi par rapport à un contexte, par rapport à une situation. Je vais me présenter aujourd'hui comme chercheuse, ensuite si je discute avec des personnes, je vais me présenter comme italienne, si je vais me sentir belle. Je veux dire, ça n'est pas des identités qui sont en opposition ou qui sont contradictoires. Donc je pense que ce discours sur suis-je belge, je suis une multitude de racines, je suis une multitude d'appartenances et voilà. Je pense que ça c'est vraiment un discours qui doit aussi... Le problème, c'est pas ça qu'on a nous avec nos intervenants, c'est qu'ils n'ont même pas l'identité belge parmi leur identité alors qu'ils le sont dans les faits. Ça, c'est le problème qu'on a sur le terrain. C'est pas qu'ils se situent, il faut choisir entre être belge, marocain, non, parce qu'on fait tout un travail sur il ne faut pas choisir tu es belge, d'origine marocaine, avec de culture mixte. Mais ils ne s'identifient pas du tout comme belge. Et c'est ça le problème. C'est un problème pour la personne ou c'est un problème à cause de ce qu'on vient de voir aujourd'hui en fait. C'est un problème parce que les gens, les Belges, belgo-belges, renvoient l'image qu'ils sont des étrangers, même à la quatrième génération. C'est à ce niveau-là que vous soulignez. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, j'entends qu'on parle, et l'associatif fait beaucoup d'actions pour les immigrés. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport au constat qu'on a aujourd'hui? Qu'il y a énormément de xénophobie au sein de la société belgo-belge. Qu'est-ce qu'on fait sur cette population belgo-belge? Quelles sont les associations qui sensibilisent ces gens? Et, excusez-moi, je suis un peu... Alors, on a parlé effectivement des réunions, et on fait ça effectivement dans notre commune. Je vois que monsieur au niveau de Liège fait également des actions. Le problème, c'est quoi? Qui vient à ces réunions? Les associations, les personnes qui se sentent concernées, les personnes qui ont envie de changer. Toutes ces personnes qu'on trouve là sous vos constats, on ne les touche pas d'une quelconque manière. Et l'objectif, moi, après ce constat, je me dis, mais ici, on a un gros problème, c'est que ces personnes dont vous parlez, nous, on n'a pas d'impact sur eux, pour le moment, dans nos actions, et même au niveau politique, au niveau répressif, c'est bien. La ministre disait encore, allez vous plaindre, il y a des lois pour vous protéger en cas de discrimination, ok, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer les mentalités? Et c'est ça qui est le gros problème, et surtout les mentalités de ceux qui restent chez eux avec leurs préjugés. Voilà. Pour encore provoquer, pourquoi vous ne changez pas votre truc et allez viser cette population-là? Finalement, c'est qu'on se dit mais pourquoi c'est toujours l'immigré qui doit être la cible de ce travail social, de ces dispositifs qui se construisent? Ben oui, là, les voir aussi. On n'a pas énormément de moyens, et les associatifs peuvent le montrer. Donc effectivement, dans un premier temps, on aide les immigrés à apprendre le français, à avoir une égalité de chance au niveau scolaire, au niveau... Maintenant, si on doit toucher cette population belge, qu'on nous donne les moyens, et on le fera, il n'y a vraiment pas de souci. Je veux dire, on a cette volonté de changer les choses dans l'associatif, de changer les mentalités. Même si le politique reste au niveau des décrets, ok, on peut s'en charger, mais qu'on nous donne les moyens. Les statistiques l'ont montré, je trouvais intéressant. Finalement, on voit que les personnes et les cultures ont plus l'occasion d'être mis, de se rencontrer. On voit que le problème, il est là. On a un tas de perceptions, mais alors on se demande sur quoi elles reposent, puisque finalement, les Belges qui connaissent des personnes d'origine étrangère, qui fréquentent, que ce soit des Marocains, des Turcs, la proportion finalement n'est pas très grande. Et donc, voilà, la création le capital social, la création des liens, des réseaux, effectivement, c'est par là que ça passe. Parce que je pense que, comme le soulignait encore une chercheuse, c'est avant tout des peurs, des craintes, mais qui reposent sur des perceptions. Monsieur disait, oui, mais est-ce qu'on explique, quand on pose ces questions, est-ce que vous expliquez c'est quoi la sécurité sociale? Non, parce que justement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la perception des gens, parce que si vous expliquez les choses, je veux dire, la personne, elle a ses perceptions, et elles sont là. Et ce sont ces perceptions qui vont l'amener à avoir une vision
de la société qui n'est pas effectivement nécessairement la réalité. Mais voilà, les comportements peuvent aussi se construire à partir de ces perceptions erronées. Merci. Je vous propose d'en rester là, sauf si vous avez dans le panel la fameuse volonté d'adresser un dernier mot par rapport à ceci. Ce que vous aurez comme discussion, je pense, est en filigrane de toute la journée. Je pense qu'à Tesla a aussi pointé du doigt justement que l'information, combattre les clichés, les fausses idées, c'est un moyen peut-être plus général encore pour adresser cette question-là aux personnes qui sont un peu exclues des mécanismes actuels qui peuvent toucher cette catégorie de la population, à réfléchir comment les mobiliser, je pense que nous avons tous là une part de responsabilité en tant qu'institution et en tant que partenaire. Juste un mot, Sébastien. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, je ne vends pas mon produit. Les centres régionaux au niveau local le font aussi. Le centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme fait ce travail. On forme depuis 15 ans maintenant, 20 ans, 15 ans pour le service formation, les institutions publiques, les fonctionnaires. Et je vous avoue que ce n'est pas facile. Les policiers, des milliers qui sont passés par les formations, et à attirer l'attention sur l'information et la sensibilisation. On le fait, mais on le fait évidemment, c'est une goutte d'eau. Il faut encore, et au centre, on est une centaine, mais les services formation, on n'est que 5 francophones. Donc c'est vrai qu'il faut des moyens, mais on a tous une zone d'influence pour agir. Il ne faut pas que la zone d'influence individuelle ne soit pas activée, même au niveau privé. Activé. On connaît tous quelqu'un qui a un discours X ou Y par rapport à l'immigration et qui le maintient et que le reproduit. Donc il faut agir aussi dessus. Il ne faut pas attendre non plus les institutions. Tous les mouvements sociaux se sont construits à partir de là. Ce n'est pas les structures, les mouvements de femmes comment ils se construisent. Il attend des sujets du père. Il y a des femmes qui ont agi, qui ont réfléchi, qui ont construit un savoir, qui ont créé des dispositifs et qui ont impulsé des dynamiques. Et les institutions parfois suivent ou ne suivent pas. Donc, pour dire qu'il y a des choses qui se font. Il y a des choses au niveau local. Le CRIP, le CERIAC, la Louvière, il y a plein de choses qui se font. Mais bon, il faut encore... Oui. Je peux faire une proposition en me référant à Gueluc. Gueluc a fait une caricature du chat qui disait qu'il faudrait interdire les traits étrangers en Belgique. Ce serait un bon moment pour terminer cette session. Je voudrais, avant de vous laisser aller à la pause café, vous dire qu'on reprendra à 16h15 précise. Donc si vous voyez un petit mouvement de foule, merci de le suivre, pour ne pas faire trop de retard. Et je voudrais dire encore remercier